OK, salut à vous et bienvenue sur ce programme. Ceci est la première vidéo d'une série de 5 que nous allons faire sur le thème de la stabilité familiale. Et la stabilité familiale, c'est quelque chose de très important parce que nous allons nous rendre compte qu'en matière de leadership, lorsque l'aspect familial n'est pas considéré ou lorsque ce n'est pas ce à quoi on accorde de l'importance, les conséquences peuvent être extrêmement nombreuses. Et aujourd'hui, particulièrement, nous allons parler des 10 aspects ou 10 fronts sur lesquels la famille est attaquée. Donc, ce sera un privilège pour moi véritablement de partager cela avec vous. Nous allons donc immédiatement commencer notre présentation. Et si vous permettrez, je vais immédiatement nous envoyer les éléments de la présentation. Voilà, la famille, une institution qui est attaquée. Et il y a tellement de choses qu'on peut dire au sujet de la famille que c'est véritablement comme si on fait une œuvre d'encyclopédie lorsqu'on parle de la famille. Mais je crois toujours que si on fait un effort, on peut se retrouver et c'est exactement ce que nous allons essayer de faire. Et si vous permettrez, j'aimerais que nous puissions nous rendre compte que la famille aujourd'hui est attaquée un peu plus par rapport à un certain nombre d'idées. Et l'idée a ceci de particulier, une idée a ceci de particulier, comme nous le dit le Larousse, que c'est une représentation abstraite élaborée par la pensée d'un être, d'un rapport, d'un objet, etc. Et c'est en même temps un concept, une notion. On nous parle par exemple de l'idée du beau, par exemple les rapports du mot et l'idée qu'il représente. En fait, il y a beaucoup d'éléments dans cette définition sur lesquels nous n'allons pas nous appesantir, mais on peut se rendre compte que le plus important serait probablement que l'idée est une représentation abstraite et élaborée par la pensée. Donc, si c'est une représentation abstraite, ça veut dire qu'il y a une manière de saisir cette réalité qui est abstraite et selon que les uns et les autres approchent le concept, la notion ou l'idée, on peut se le représenter d'une façon ou d'une autre. Et nous allons donc nous rendre compte il y a un certain nombre d'idées, nous n'allons qu'en prendre 10 ou un certain nombre de domaines dans lesquels la famille peut véritablement être attaquée. Mais entre-temps, j'aimerais quand même aussi revenir sur le fait que les idées façonnent nos pensées et inspirent nos actions. Les idées ne sont pas innocentes parce que quand on dit que quelqu'un est dans la rêverie, il est perdu dans ses idées, ça peut sembler tout à fait innocent. Mais la réalité est que lorsqu'on entretient une idée et que cette idée finit par porter du fruit, l'idée va toujours aller de pair. Les actions iront de pair avec les conclusions qu'a apporté cette idée. C'est-à-dire, si cette idée a considéré qu'il y a un aspect qui était un idéal, eh bien, l'action va nous pousser à poursuivre cet idéal. Permettez-moi, avant qu'on entre de plein pied dans les 10 éléments dont nous allons parler par rapport aux idées, de prendre un exemple de l'influence d'une idée dans l'histoire. Et là, j'aimerais parler du nihilisme ou bien du refus de Dieu, par exemple. Et on retrouve cela avec la pensée de Friedrich Nietzsche, qui a écrit en 1885, du moins le livre ainsi parlait Zarathustra, a été imprimé en plusieurs étapes, en 1883, je crois, jusqu'en 1885. Mais on se rend compte qu'avec ainsi parlait Zarathustra, Nietzsche a effectivement développé un certain nombre d'idées. Et là, je vous ai pris un extrait de la quatrième partie qui est intitulée de l'homme supérieur. Lisons, il est dit, homme supérieur, apprenez de moi ceci. Sur la place publique, personne ne croit à l'homme supérieur. Et si vous voulez parler sur la place publique à votre guise, mais la populace cligne de l'œil, nous sommes tous égaux.
homme supérieur. Ainsi cligne de l'œil la populace. Il n'y a pas d'homme supérieur. Nous sommes tous égaux. Un homme vaut un homme devant Dieu. Nous sommes tous égaux. Devant Dieu, mais maintenant ce Dieu est mort. Devant la populace, cependant, nous ne pouvons pas être égaux. Homme supérieur, éloignez-vous de la place publique. Il y a juste un certain nombre d'idées sur lesquelles on peut mettre le doigt immédiatement. C'est l'idée que celui qui veut apporter une révolution, qui veut vivre dans sa réalité ici, ce qui est celle de l'homme supérieur, c'est celle qui est évoquée, doit s'éloigner de la population. Il doit s'éloigner de la masse, de la foule, des personnes qui ne comprendront pas, qui ne saisiront pas exactement ce qu'il est en train de dire. Des autres aspects encore qui est intéressant de noter, c'est que l'homme supérieur n'est pas égal. Il ne saurait être mis sur un pied d'égalité avec les autres. Et c'est d'autant plus vrai, selon Nietzsche, que justement ce qui aurait pu donner un sens d'égalité, un sens d'universalité à la valeur de l'homme, ce serait Dieu. Et c'est vrai qu'on est en poésie et on dira que les idées ne sont pas de la poésie ou du lyrisme ou bien, je ne sais pas moi, du symbolisme, ne sont pas à prendre immédiatement pour argent comptant. Mais si on considère un peu ce qui est dit à ce niveau, eh bien, ça suppose que l'homme supérieur qui est décrit ici est au-dessus de la loi. Déjà, on ne peut même pas parler d'une loi divine puisque Dieu n'existerait pas. Mais en tout cas, il est au-dessus de la compréhension que les gens peuvent avoir de lui. Et c'est pour cela qu'on lui demande de s'éloigner de la place publique. On pourrait se demander quel a été le résultat de cette idée. Eh bien, permettez-moi de dire, c'est vrai qu'on n'est pas en mathématiques, on va dire 1 plus 1 égale 2, mais l'image que je vais vous montrer immédiatement, c'est le paire de lunettes entremêlées qui apparaissent là, eh bien, c'est celle des déportés dans certains camps de concentration comme Auschwitz et autres pendant la Seconde Guerre mondiale. Certains historiens et analystes estiment que l'idée du refus de l'existence de Dieu a été qui a été perpétuée dans les écrits de Nietzsche et de certaines autres personnes, a constitué le substrat, la pépinière dans laquelle le nazisme a vu le jour. Évidemment, Nietzsche n'était pas nazi, ça n'existait pas de son temps, mais ce qu'il a pu faire et ce qu'il a pu dire a pu contribuer à créer la vision ou la pensée du nazisme. Ainsi donc, on peut estimer que les camps de concentration de 42-45 dans lesquels les gens ont vécu et sont morts dans des circonstances vraiment affreuses, eh bien, cela ont trouvé leur source dans la pensée de certains qui avaient dit Dieu n'existe pas, créons un surhomme. Parce que du surhomme ainsi parlait Zarathustra à l'homme supérieur de la race aryenne qui constitue la race pure, l'idée n'est pas les deux idées ne sont pas très éloignées l'une de l'autre. On peut donc se rendre compte que dans ce cas, par exemple, les idées déterminent nos réactions devant les choix que nous avons à faire. Parce que j'aimerais, par exemple, encore pour creuser cette pensée, vous montrer une image et vous demander ce que ça vous inspire. À quoi pensez-vous en voyant ceci? Pensez-vous, lorsque vous avez chaud, que vous aimeriez tenir ce verre entre vos mains? Pensez-vous à vous désaltérer? À quoi pensez-vous exactement? Je vous le dis tout simplement parce que la représentation qu'on se fait, parce qu'il y a ce qu'on appelle des représentations, un certain nombre d'idées qui nous viennent immédiatement à l'esprit lorsque nous voyons quelque chose. Eh bien, ce verre avec des glaçons, je vous parle ici depuis Lomé, au Togo, il fait extrêmement chaud. Eh bien, cette représentation-là, ce verre me donne envie de me désaltérer immédiatement. Mais supposons qu'on y ajoute un extrait, quelque chose qu'on appelle le Novichok. Le Novichok, c'est quoi? C'est un poison qui fait partie d'une famille d'agents innervants extrêmement dangereux. Il provoque un ralentissement du rythme cardiaque et l'obstruction des voies respiratoires jusqu'à
la mort par asphyxie, nous explique du moins l'agence de presse Reuters, avec le professeur Gary Stephens, qui est expert en pharmacologie à l'université de Reading à Berkshire. Vous pouvez fouiller dans l'actualité plus ou moins récente comment il y a eu des empoisonnements de certaines personnes au Novichok. Je ne vais pas revenir sur les protagonistes qui étaient censés être les commanditaires ou autres, parce que ce n'est pas de cela qu'il est question maintenant. Mais vous pouvez vous rendre compte que l'idée de l'eau et de se désaltérer change totalement lorsque vous pensez qu'un votre eau qui est censée servir à vous, à vous tirer de la soif, a pu être altérée par l'ajout de quelque chose. Et la réaction est différente selon que vous avez un verre d'eau minérale bien fraîche ou alors que vous avez un verre d'eau qui a été dans lequel on a ajouté du Novichok, pour prendre l'exemple d'un poison comme un autre. Parce que lorsque nous faisons face à une réalité, on doit se poser la question par rapport à cette, supposons qu'on vous présente ceci et que vous ne sachiez pas de quoi il s'agit et que vous découvrez cela comme une nouveauté, un certain nombre de questions peuvent se poser. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Et plus important encore en termes de finalité, on pourrait se demander à quoi ça doit aboutir et que faire en cas de problème. Maintenant que nous avons planté le décor sur ce qui fait les idées, permettez-moi maintenant d'entrer dans les 10 idées qui constituent à l'heure actuelle des champs de bataille par rapport à la famille et au mariage. Et vraiment, nous ne creusons pas, mais je vous invite juste à y réfléchir. L'une de ces idées, je les présente toutes sous forme de questions, c'est: y a-t-il un créateur du mariage? Et vous vous rendrez compte que selon la réponse que vous apportez à cette question, évidemment, vous serez enclin à faire certains choix. Parce que s'il y a un créateur du mariage, alors il y a un certain ordre des choses. Et s'il n'y en a pas, alors c'est à qui mieux. Chacun est libre de décider ce qu'il veut, de définir le mariage comme il l'entend, de faire comme en mathématiques toutes sortes de combinaisons et d'arrangements dans les divers ensembles, ainsi de suite. Donc, ça, c'est une question intéressante et c'est une idée dans lequel, au travers de laquelle l'institution du mariage est sévèrement attaquée ces temps-ci. Autre question qu'on pourrait se poser: le mariage est-il censé être quelque chose d'agréable? C'est-à-dire, est-ce que le but premier de l'institution de la famille, et pour prendre le cas qui nous intéresse particulièrement, celui du mariage, est de me faire plaisir? Parce que si l'idée, c'est de me faire plaisir, ça veut dire qu'à la moindre opportunité, au moindre moment où je me sens malheureux ou bien où j'ai l'impression que l'autre ne comble pas mes désirs, et vous devinez immédiatement ce que je fais. Soit on prend une autre personne dehors pour sous-traiter pour les besoins qu'on peut ressentir, on appellera cela éventuellement de l'adultère, soit immédiatement on décide qu'il est bon de claquer la porte, on appellera cela un divorce, mais la pensée de savoir est-ce qu'il est fait pour être agréable, ça peut même avoir un impact sur l'éducation des enfants. Est-ce que le fait de leur dire des choses qui sont désagréables pour eux et va également me gêner? Dans ce cas, je vais me taire, ou bien je vais prendre sur moi ma responsabilité de leur parler. Autre idée qui constitue également un champ de bataille: ne suffit-il pas d'aimer? Pourquoi toutes ces cérémonies? Si la réponse c'est que aimer est suffisant, alors pas besoin de se marier, le mariage serait quelque chose de démodé, d'inutile, ainsi de suite. Mais si au-delà des cérémonies, au-delà du contrat social, pour reprendre ce que certains ont voulu donner comme expression à un moment, au-delà de cela, s'il y a une alliance plus profonde, alors évidemment mes actions aussi seront différentes. Autre question: pourquoi aimer une seule personne dans un aussi vaste monde? Le monde est vaste, les possibilités quasiment infinies. Alors, pourquoi aimer une seule personne? Certains même aujourd'hui créent le concept d'un mariage ouvert pour, disent-ils, limiter la pression, comme si l'union était comme une espèce de marmite à pression, une cocotte minute. Et puis, il faut donc avoir une soupape supplémentaire au-delà de celle qu'on pourrait avoir en ouvrant son union à d'autres personnes ou en décidant de vivre une ou plusieurs unions libres, ainsi de suite. Cette question également est un front d'attaque
par rapport au mariage et à la famille. Autre question, la cinquième. Pourquoi le succès professionnel n'est-il pas le gage du succès familial? Ça également, c'est un sujet de préoccupation parce qu'on a tout fait de se rendre compte que les gens qui ont les ressources, on a certains de ceux qui sont encore célibataires, se disent qu'il leur faut un certain nombre de ressources qui seront le gage d'une possibilité d'atteindre une forme de bonheur auquel ils aspirent. Et même d'ailleurs, dans certains cas, on retarde son mariage ou le fait de fonder une famille parce qu'on estime qu'on doit trouver des ressources. Mais il y en a qui trouvent toutes les ressources et qui, évidemment, malgré toutes les ressources qui sont à leur disposition, ne s'en sortent pas. Permettez que nous puissions avoir juste un extrait de ce qui se passe. Voici un exemple de couples qui ont divorcé en deux couples. En fait, il est difficile de faire le tour de toutes les stars qui ont divorcé cette année-là. Autre question, la sixième. La révolution sexuelle a-t-elle des dangers? C'est un mouvement qui a été entamé il y a de cela quelques décennies et qui consiste à considérer que la morale dans le domaine de la sexualité, la morale qui a prévalu pendant des siècles parfois était hypocrite, était inutile, était contre nature et que par conséquent on doit se libérer. Mais y a-t-il un danger dans cette libération entre guillemets? Si vous y répondez non, eh bien, du coup, on fait sauter toutes les barrières. Mais ce qui est intéressant avec certaines des barrières, c'est qu'elles peuvent être des barrières de sécurité. Mais une fois de plus, ce n'est pas le thème que nous traitons. Nous faisons une vue d'ensemble de ce qui menace la famille. Autre question, la septième. Pourquoi le mariage détruit-il tant de personnes? C'est évidemment un autre point de réflexion ou bien un autre front dans lequel justement la famille est attaquée parce que si on se dit que le mariage détruit beaucoup de personnes parce que c'est une institution démodée, alors pour résoudre le problème de ces personnes frustrées, abolissons le mariage. C'est du moins ce qu'on pourrait tirer comme conclusion. Mais se pourrait-il que justement beaucoup de personnes sont détruites parce qu'elles entrent par la mauvaise porte ou avec les mauvaises considérations dans cette union? Là également, ça pourrait donner lieu à d'autres perspectives. La huitième question. Les enfants seraient-ils un mal nécessaire? Et là, évidemment, encore, ça pose une question intéressante. Quelle est la raison pour laquelle certains parents sont prêts à débourser, certains couples sont prêts à débourser des fortunes pour être parents? Est-ce simplement pour le plaisir d'avoir quelqu'un à qui léguer des biens, de la compagnie, ou bien quelqu'un avec qui partager ses joies et ses peines, comme on le fait déjà avec son conjoint, mais peut-être avec, dans une autre mesure, avec sa progéniture? Quel est le rôle des enfants? Parce que cette question permet également d'aller sur d'autres perspectives. S'il y a un héritage au-delà de ce qu'on peut léguer en termes de biens, en termes simplement d'instruction pour gagner sa vie, s'il y a un enjeu autre que celui-là, eh bien, notre comportement en sera impacté. La neuvième et l'avant-dernière question, pourquoi ne pas laisser les enfants vivre leur vie? C'est valable pour les tout-petits, c'est valable pour les adolescents. Pourquoi ne pas les laisser aller à toutes les fêtes où ils veulent aller? Pourquoi ne pas les laisser mettre les vêtements qui leur font plaisir, écouter la musique qu'ils veulent écouter à tue-tête ou autre? Pourquoi ne pas les laisser simplement vivre leur vie
Ça pourrait être toute une préoccupation. Mais également, permettez-moi de vous suggérer que les idées qui vont se dégager, les réponses que nous donnons à cette question vont une fois de plus être des marqueurs pour nous conduire dans une direction ou une autre. Mais également, je crois que c'est un champ de bataille que beaucoup ne considèrent pas. Et je vais terminer par la 10e question qui en englobe plusieurs. Avortement, divorce, homosexualité, de quoi se mêle-t-on? De quoi se mêle-t-on, comme qui dirait quelqu'un qui met un terme à la gestation de ce qu'il considère ne pas encore être un être en son sein? Pourquoi la société s'en mêle? Nous avons vu aux États-Unis récemment, le président Trump avait rouvert ce débat. Il a privé certaines organisations de financement qui leur permettaient de se livrer à l'avortement. Et immédiatement, de bonne guerre, comme le font toujours les démocrates, le président Biden, immédiatement, l'un de ses premiers décrets était d'accorder de nouveau ces financements. En matière de divorce, de quoi se mêle-t-on? Pourquoi encouragerait-on les gens à la conciliation plutôt que de les laisser se séparer quand ils le veulent? Et puis, le dernier point, ce que les autres ont appelé les orientations sexuelles. De quoi se mêle-t-on entre deux adultes consentants? Eh bien, pour avoir juste une idée de ce défi, permettez-moi de vous montrer cet extrait récent lors de la légalisation de l'avortement en Argentine. C'était ce qu'on a appelé une vague verte qui a déferlé. Resulta aprobado con 38 votos afirmativos y 29 negativos y una abstención. Resulta aprobado, se convierte en ley y se gira al Poder Ejecutivo. Demasiado emocionada, es algo que no lo puedo creer, no lo puedo creer, te juro, es una locura. La joie des militantes pour avortement lorsque le décret est passé. La loi a été votée. Muy emocionada, es un día histórico. Hoy es historia, no hay más que decir, no hay más palabras. Es un derecho ganado y vamos por más. Esto recién empieza. L'autorisation est donnée donc pour l'avortement jusqu'à 14 semaines. Et vous vous rendrez compte, avant que nous passions au prochain reportage de Arte sur un autre aspect, vous vous rendrez compte que dans cette situation, on parle de militantes on ne parle pas tellement de militantes pro-avortement, on parle de militantes pro-choix. Comme le grand débat s'est fait d'ailleurs dans les pays anglo-saxons, les personnes qui combattaient l'avortement étaient appelées pro-life et ceux qui étaient pour l'avortement étaient appelés pro-choice. En gros, pendant que certains se battraient pour la vie, d'autres se battraient pour la liberté de choisir. Alors, qu'est-ce qui est plus important si on s'arrête juste au mot utilisé? Le plus important serait-il de préserver les vies ou de laisser les gens choisir, même si leur choix enfreigne la limite du sacré et du respect de la vie? Évidemment, tout n'est pas toujours aussi simple en matière de famille. Un autre aspect, c'est les violences. Et ça, nous le vivons avec cet extrait de ce reportage de Arte, toujours en Argentine, et qui parle du problème des féminicides, des violences dans les couples qui conduisent jusqu'à des décès. C'est assez triste, mais suivons-en un extrait. Elles battent le tambour contre l'inconcevable. En Argentine, une femme est assassinée toutes les 32 heures, le plus souvent par son conjoint ou son ex-compagnon. En 10 ans, elles sont près de 3000 à avoir succombé aux violences conjugales. En Argentine, une femme a pratiquement 2 fois plus de risques d'être tuée qu'en Europe. Le mouvement Ni Una Menos, pas une de moins,
fait régulièrement descendre des milliers de personnes dans la rue. Ensemble, elles réclament l'égalité et la justice. Monica Garnica est l'une de ces victimes. À 25 ans, elle a été brûlée et assassinée par le père de ses enfants la veille de Noël, il y a bientôt 2 ans. Depuis, les 3 enfants de Monica vivent chez leurs grands-parents, qui s'occupent souvent de leurs 4 autres petits-enfants. Avant la mort de Monica, ils n'avaient entendu parler de la vague de féminicides qui sévit en Argentine qu'à la télévision. L'homme qui vivait avec ma fille semblait être quelqu'un de bien. Je ne sais pas s'il faisait semblant ou s'il était sincère. En tout cas, nous n'avons jamais rien vu de mauvais en lui. Si vous êtes intéressé par ce reportage, je vous conseillerais de faire un tour sur Arte ou bien sur YouTube pour le suivre. Eh bien, derrière dans la joie et derrière tout ce qui se passe, il y a vraiment des combats. Et ces 10 questions-là, nous devons nous les poser quand nous songeons à notre propre mariage, ou bien quand nous assistons à un beau mariage comme celui-là. Ici, darling, just dive right in. Aïda, Follow my lead. derrière les I paillettes, found a girl, beautiful and sweet. Well, I never Derrière knew les you photos. were the someone. toutes les résistances, quelles sont les idées auxquelles nous croyons? Quelle idée prévaut pour nous? L'idée de bonheur? Comment atteindre ce bonheur? Comment choisir la personne avec qui atteindre ces objectifs? Et si les objectifs ne sont pas atteints? Avec toi j'ai le meilleur. Tu as ravi mon cœur. Tu es toujours là Celui pour qui moi. ravit notre cœur aujourd'hui Depuis toujours. Tu m'as dit toi c'est moi. finit par nous faire défaut. Bébé je peux me voir en toi. Je suis d'accord. Que ferons-nous? À partir d'aujourd'hui, rien ne peut plus nous séparer. Aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nobody go got it. Depuis le ciel c'est scellé. Il a dit c'est mon choix. Je suis sa reine, il est mon roi. Je veux t'aimer, 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 toujours mon bébé. Oui, pour ce qui est des idées sur le mariage, il y a à manger et à boire. Aucune de ces idées ne sera tout à fait innocente. Et nos choix vont porter. C'est comme les attaques lorsque on considère un match d'escrime. Dans l'escrime, on compte les points, on touche, on évite, on attaque ou on recule. Mais n'oublions pas ce que l'escrime reprend. Il reprend l'idée d'un combat, l'idée d'une lutte qui, dans certains cas, était une lutte à mort. Et j'ai bien peur que c'est ce à quoi la famille fait face aujourd'hui. Je crois que nous aurons l'occasion de revenir sur certaines de ces idées, mais pour l'instant, merci pour votre aimable attention et à très bientôt. Voilà donc, c'était notre discussion sur les 10 idées ou les 10 fronts sur lesquels la famille est attaquée. Et je crois que nous aurons l'opportunité de revenir sur cette préoccupation dans un très proche avenir. En attendant, prenez soin de vous-même et pensez aux idées auxquelles vous croyez. À bientôt.